Il y a des histoires qui ressemblent à des vies qu'on a vécues ou qu'on a craint de vivre un jour. Celle-ci est l'une d'elles. C'est l'histoire de Léa, une femme de 22 ans dans un lit d'hôpital, 3 jours après une césarienne, avec un enfant contre sa poitrine et une enveloppe sur la table de nuit. Une femme qui s'est relevée parce qu'il n'y avait pas d'autre option. Ce qui suit couvre 25 ans de sa vie. Bonne écoute. Cette histoire est une œuvre de fiction. Les personnages et les événements décrits sont le fruit de l'imagination de l'auteur et n'ont aucun lien avec des personnes ou des faits réels. Le 3e jour après la naissance, Léa avait encore du mal à s'asseoir sans grimacer. La cicatrice traversait son ventre comme une frontière nouvelle, une ligne que son corps ne reconnaissait pas encore comme sienne, et elle gardait Théo contre elle la plupart du temps, moins par instinct maternel que par besoin d'avoir quelque chose de chaud à tenir, quelque chose qui ne risquait pas de partir. Marc était en retard. Il l'était souvent, mais cette fois Léa avait remarqué qu'il n'avait pas envoyé de message depuis la veille. Elle avait dit à l'infirmière de garde que son mari allait passer dans la matinée, et l'infirmière avait souri de ce sourire professionnel qui ne promet rien. « Il viendra », avait dit Léa, autant pour elle-même que pour l'infirmière. « Bien sûr », avait répondu l'infirmière, et dans sa voix il y avait cette douceur prudente des gens qui ont vu assez de chambres d'hôpital pour savoir que les maris ne viennent pas toujours. Léa avait regardé la porte pendant 2 heures, en faisant semblant de lire une revue dont elle n'avait retenu aucune page. Il arriva à 11h30, sans fleurs, sans le sac qu'elle lui avait demandé d'apporter de la maison. Léa l'entendit avant de le voir, ce pas trop ferme dans le couloir, cette cadence qu'elle connaissait si bien et qui sonnait différemment aujourd'hui, calibrée, comme quelqu'un qui a répété une entrée suffisamment longtemps pour que ses pieds la connaissent par cœur. Quand il ouvrit la porte, il ne regarda pas le berceau transparent où Théo dormait les poings fermés. Et il ne regarda pas non plus la femme allongée dans ce lit avec une cicatrice encore fraîche sous sa chemise d'hôpital. Il regarda quelque chose au-delà d'elle, ou peut-être rien du tout, comme quelqu'un dont la décision est déjà prise depuis assez longtemps pour que le moment présent ne soit plus qu'une formalité. Il resta immobile un moment près de la porte, et Léa vit quelque chose traverser son visage qui n'était pas du regret, mais qui lui ressemblait de loin. Le poids de quelqu'un qui sait que ce qu'il s'apprête à faire est sans retour, que certains mots réorganisent le monde de façon permanente une fois qu'ils ont été prononcés. Elle pensa dans cet instant qu'il allait reculer, qu'il allait s'asseoir sur la chaise au bord du lit et poser sa veste et dire « Je sais que j'ai eu tort, Léa, mais je suis là maintenant. » Elle pensa cela pendant une seconde entière, peut-être la dernière seconde de naïveté qui lui restait. Il ne fit rien de tout cela. Il posa une enveloppe sur la table de nuit, juste à côté de la tétine et du biberon à moitié plein, et sa voix quand elle vint n'était ni cruelle ni douce, mais simplement absente, comme s'il avait répété la phrase suffisamment longtemps pour en extraire toute substance humaine avant de la prononcer. « Je pars à Dubaï, dit-il. J'ai un poste là-bas, une vie qui m'attend, et je pars avec Sandrine. » Léa ne répondit pas tout de suite. Elle regarda l'enveloppe, puis lui, puis l'enveloppe encore, et quand elle parla, sa voix était plus calme qu'elle ne l'aurait cru possible dans ce moment. « Sandrine, » dit-elle. Pas une question. Juste le prénom, posé dans l'air de la chambre comme quelque chose qu'elle soupesait pour en mesurer le poids réel. « Et ça dure depuis 1 an, » dit Marc, et il le dit avec cette franchise abrupte des gens qui ont décidé que la cruauté directe est plus honnête que la douceur, ou peut-être simplement plus rapide. Je ne voulais pas te le cacher plus longtemps. « 1 an, » répéta Léa doucement. Et dans ce mot, il y avait toute une géographie de moments qu'elle était en train de reclasser, des dîners, des week-ends, des nuits où il avait dormi à côté d'elle avec ce secret entre eux sans qu'elle sente rien, et elle se demanda brièvement si c'était lui qui avait été particulièrement habile ou elle qui avait choisi de ne pas voir, et elle comprit que cette question n'avait plus aucune importance. « À toi et ce bébé, vous n'êtes qu'un fardeau, » dit Marc, et il le dit comme on dit une chose qu'on a retournée dans sa tête assez longtemps pour qu'elle perde son tranchant. « Et j'ai une vie à vivre. » Elle signa les papiers. Sa main tremblait légèrement, mais sa signature était lisible, complète, sans rature. Marc reprit l'enveloppe, dit qu'un avocat la contacterait pour la suite des démarches, et sortit sans regarder son fils une seule fois, sans même ralentir en passant devant le berceau, comme si ce petit corps endormi n'occupait pas plus d'espace dans son champ de vision qu'un meuble parmi d'autres. Léa attendit d'entendre ses pas disparaître dans le couloir, et elle attendit encore, par précaution, que le silence soit vraiment complet.
Puis elle ferma les yeux et laissa sortir ce qu'elle avait retenu pendant toute la scène, et ce n'était pas un sanglot spectaculaire ni les larmes qu'on voit dans les films, mais quelque chose de plus profond et de plus silencieux, une douleur qui n'avait pas encore de nom parce qu'elle était trop récente et trop large pour entrer dans un seul mot. La cicatrice lui brûlait, et elle ne savait plus si c'était la chair ou autre chose qui la faisait souffrir. Théo remua contre elle. Il ne pleurait pas. Il faisait ce petit bruit de bouche que font les nouveau-nés quand ils cherchent quelque chose sans savoir encore quoi, et Léa ouvrit les yeux et le regarda vraiment pour la première fois depuis 3 jours, pas avec l'épuisement des premières heures, ni avec la douleur des dernières, mais avec une attention nouvelle et presque étrange, comme on regarde quelque chose dont on vient de comprendre qu'il vous appartient entièrement et que vous lui appartenez aussi, d'une façon que personne d'autre ne peut ni donner ni reprendre. Elle pensa à Marc, qui traversait peut-être déjà le parking et qui avait peut-être déjà cessé de penser à ce qu'il venait de faire. Elle pensa à cette femme qu'elle n'avait vue qu'une fois à un repas d'entreprise et qui riait trop fort aux blagues des autres. Elle pensa à l'appartement qu'elle allait retrouver, et au loyer du mois suivant, et à la formation interrompue et aux nuits qui l'attendaient, seule, avec un enfant, et sans filet d'aucune sorte. Puis elle cessa de penser à tout cela, parce que Théo venait de poser sa main minuscule sur son poignet avec la précision aveugle des nouveau-nés, et ce geste sans intention était plus réel que tout ce qui venait de se passer dans cette chambre. « Théo !» dit-elle tout bas pour la première fois à voix haute, le prénom qu'elle avait choisi seule des semaines plus tôt et qu'elle n'avait encore dit à personne. Il ouvrit les yeux, ce bleu indéfini des nouveau-nés qui ne ressemble encore à rien de définitif, et il la regarda sans la voir, ou peut-être en la voyant d'une façon que les adultes ont depuis longtemps oublié comment faire. Dehors, un soleil froid traversait la fenêtre et posait une lumière pâle sur les draps, sur le biberon vide, sur l'enveloppe que Marc avait oubliée sur la table de nuit. Léa ne savait pas encore comment elle allait s'en sortir, mais elle savait, avec une certitude qui ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait connu jusqu'alors, qu'elle allait le faire. Elle rentra un jeudi matin, 5 jours après la naissance, avec Théo enveloppé dans la couverture bleue qu'elle avait achetée seule au marché 3 semaines plus tôt parce que Marc avait dit qu'il s'en occuperait et ne l'avait jamais fait. Le taxi la déposa devant l'immeuble et le chauffeur l'aida à porter le siège auto jusqu'au hall sans qu'elle le lui demande. Un geste simple et silencieux qui faillit la faire pleurer davantage que tout ce qui s'était passé à l'hôpital. L'appartement était à moitié vide. Pas devasté, pas saccagé, juste amputé, avec ses rectangles plus clairs sur les murs là où les cadres avaient été décrochés, ses espaces vides dans la bibliothèque là où ses livres à lui avaient disparu, le cintre solitaire dans le couloir là où son manteau d'hiver avait toujours accroché. Marc avait pris ce qui lui appartenait avec une précision chirurgicale, sans rien casser, sans rien laisser traîner, et cette propreté était à sa façon plus cruelle que le désordre aurait pu l'être, parce qu'elle disait clairement qu'il avait planifié son départ longtemps à l'avance, qu'il avait trié, réfléchi, décidé, pendant des semaines peut-être, pendant qu'elle portait son enfant et croyait encore que leur vie allait continuer. Elle posa le siège auto au milieu du salon et resta debout un long moment sans enlever son manteau, à regarder cet appartement qui était encore le sien, mais qui avait cessé de lui ressembler. Théo dormait, les poings fermés, indifférente à tout. Elle alla ouvrir la fenêtre parce qu'elle avait besoin d'air et que l'air de cet endroit lui semblait soudain trop chargé de quelque chose qu'elle ne savait pas encore comment respirer. Ce fut Madame Vernet qui frappa à la porte le soir même, à 19h, avec une casserole de soupe aux légumes enveloppée dans un torchon pour qu'elle reste chaude. Léa ne la connaissait que de vue. La voisine du dessous, une femme de 70 ans aux cheveux blancs coupés courts, qui lui disait bonjour dans l'escalier, avec une politesse tranquille et ne posait jamais de questions. Elle posa la casserole sur le comptoir de la cuisine et regarda Théo dans son siège avec l'attention précise de quelqu'un qui a passé sa vie professionnelle à regarder des nouveau-nés. « Il est beau », dit-elle simplement, sans effusion, comme un constat médical. « Oui », dit Léa, et c'était la première fois depuis des jours qu'elle le disait à voix haute et qu'elle le pensait vraiment en même temps. Madame Vernet hocha la tête, puis elle regarda Léa avec ses yeux qui avaient vu trop de choses pour être facilement trompés, et elle dit, sans détour et sans douceur excessive, « Tu as mangé aujourd'hui ?»« Ce matin, » dit Léa. « Ce n'est pas suffisant. » Elle tapota la casserole sur le comptoir. « J'étais sage-femme pendant 32 ans. Je sais reconnaître une femme qui oublie de prendre soin d'elle parce qu'elle prend soin de tout le reste. » Elle alla vers la porte et s'arrêta sur le seuil.
Si tu as besoin de quoi que ce soit, de nuit comme de jour, tu frappes au plafond 2 fois. » Elle repartit sans attendre de remerciements, comme si rendre service était une chose trop ordinaire pour mériter une cérémonie, et Léa resta seule dans sa cuisine avec la casserole encore chaude et quelque chose dans la gorge qui n'était pas tout à fait de la tristesse et pas tout à fait du soulagement, mais les deux mêlés dans une proportion qu'elle n'aurait pas su mesurer. Elle mangea la soupe debout au-dessus de l'évier parce qu'elle n'avait pas la force de s'asseoir à la table où Marc et elle avaient dîné des centaines de fois, et c'était la meilleure chose qu'elle avait mangée depuis des semaines, ou peut-être simplement la première chose qu'elle avait mangée sans penser à autre chose en même temps. Elle reprit le travail 6 semaines plus tard, 2 semaines avant ce que son médecin lui avait recommandé, parce que le loyer du mois suivant n'attendrait pas et que le compte en banque ne mentait pas. Elle travaillait comme aide-soignante dans une clinique à 20 minutes de chez elle, des gardes de nuit majoritairement, parce que les gardes de nuit étaient mieux payés et parce que Théo dormait la nuit et qu'elle pouvait le laisser avec Madame Vernet sans que cela ressemble à un abandon. La cicatrice lui tirait encore quand elle portait les patients, une douleur sourde et constante qu'elle apprit à ignorer avec la même application méthodique qu'elle mettait à ignorer tout le reste. La lettre de l'avocat arriva un mardi matin, 3 mois après le départ de Marc, dans une enveloppe à en-tête imprimée qui avait l'air sérieux et coûteux. Marc demandait à être retiré de l'acte de naissance de Théo pour, selon les termes exacts du courrier, éviter des complications administratives liées à sa situation professionnelle à l'étranger. Léa lut la lettre 2 fois debout dans l'entrée, encore en tenue de travail après une nuit de 12 heures, et elle ressentit quelque chose qui n'était ni de la tristesse, ni de la colère, mais une forme de stupéfaction froide, comme quand on croit avoir touché le fond et qu'on découvre qu'il y a encore de la profondeur en dessous. Elle appela un avocat commis d'office le jour même et dit sans hésiter « Je refuse. »« C'est votre droit, » dit l'avocat. « Mais il faut savoir que ça va prendre du temps et de l'argent. »« Je sais, » dit Léa, « je refuse quand même. » La procédure qui suivit dura 8 mois, coûta de l'argent qu'elle n'avait pas et de l'énergie qu'elle avait encore moins, et elle la perdit partiellement. Marc resta sur le papier, absent de la vie mais présent dans les documents, une signature fantôme sur une existence qu'il avait choisi de ne pas habiter. Elle apprit à vivre avec cette absurdité administrative comme on apprend à vivre avec une cicatrice mal placée, en faisant attention à ne pas trop appuyer dessus. C'est une ancienne collègue qui lui apprit, sans mauvaise intention, que Marc avait été promu directeur régional d'une multinationale à Dubaï, qu'il vivait dans un appartement avec vue sur la marina et que Sandrine et lui avaient l'air heureux sur les photos qu'ils postaient en ligne. Léa écouta cette information sans rien dire, hocha la tête et attendit d'être seule pour s'autoriser à y penser vraiment. Ce soir-là, elle mangea des pâtes au beurre parce que c'était ce qu'il y avait dans le placard. Théo dormait dans sa chambre et elle resta assise à la table de la cuisine plus longtemps que nécessaire, à regarder son assiette vide en pensant que la vie était capable d'une injustice tellement ordinaire qu'elle en devenait presque comique. Elle s'inscrivit à la formation d'infirmière diplômée d'État un mercredi soir, après son retour de garde, pendant que Théo dormait. Elle remplit le dossier en ligne à minuit passé, et quand elle cliqua sur « Envoyer Madame Vernet », frappa doucement au plafond une fois depuis le dessous, comme pour dire qu'elle était là, qu'elle avait entendu les pas tardifs au-dessus d'elle et qu'elle veillait. Léa posa la main sur le plancher un instant, à plat, comme une réponse silencieuse, et puis elle éteignit l'ordinateur et alla vérifier que Théo dormait bien. Et il dormait, les poings fermés comme toujours, avec cette façon qu'il avait déjà de tenir le monde sans le savoir. Théo avait 6 ans quand il posa la question pour la première fois. Ils étaient à table un soir de semaine ordinaire, des pâtes avec de la sauce tomate parce que c'était rapide et que Léa rentrait d'une garde de 12 heures avec les pieds qui brûlaient encore dans ses chaussures. Et il leva les yeux de son assiette avec cette gravité particulière que les enfants ont quand ils préparent une question depuis longtemps sans savoir comment la formuler. « Maman, papa c'est quoi ?» Léa posa sa fourchette. Elle avait répété cette scène dans sa tête des dizaines de fois depuis que Théo avait commencé à parler, avait cherché les mots justes, les mots qui ne mentent pas, mais qui ne blessent pas non plus. « C'est quelqu'un qui n'était pas prêt, » dit-elle, et elle le dit calmement, sans détourner les yeux. « Il y a des gens comme ça. Ils ne sont pas prêts et ils partent. Ce n'est pas ta faute et ce n'est pas la mienne. » Théo réfléchit un moment, la tête légèrement penchée, avec ce sérieux d'enfant qui ressemble parfois à une sagesse que les adultes ont perdue. « Il reviendra un jour ? » « Je ne sais pas, » dit Léa. « Mais toi et moi, on est là.
Et ça ne change pas. Il hocha la tête comme si cette réponse tenait debout et retourna à ses pattes. Léa resta longtemps après qu'il se fût endormi à regarder le plafond de sa chambre en se demandant si elle avait bien fait, si les mots avaient été les bons, si un jour il lui en voudrait de ne pas lui avoir dit davantage ou de lui avoir dit trop peu. Ce fut cette année-là que Julien entra dans sa vie, ou plutôt dans son champ de vision, parce qu'entrer dans la vie de Léa était une chose qui demandait du temps et une patience que peu de gens étaient disposés à exercer. Il était médecin généraliste dans un cabinet à 2 rues de la clinique où elle travaillait, un homme discret aux épaules larges et aux mains calmes, divorcé depuis 4 ans, sans enfant, qui avait cette façon d'écouter les gens en les regardant vraiment qui était rare chez les médecins et plus rare encore chez les hommes en général. Il lui dit après une réunion de coordination qu'elle avait posé les 2 seules questions utiles de la soirée. Ce n'était pas une tentative de séduction. C'était une observation, et Léa le sentit et apprécia précisément pour cette raison. Elle ressentit quelque chose pour lui plusieurs mois plus tard, sans prévenir, un soir où il l'avait croisé par hasard à la pharmacie et lui avait proposé un café parce qu'il pleuvait et qu'ils allaient dans la même direction. Ils marchèrent sous la pluie plus longtemps que nécessaire avant de trouver un endroit ouvert, et dans ce trajet, il y avait déjà quelque chose qui ressemblait à une complicité, ce sentiment rare d'être à l'aise avec quelqu'un sans savoir encore pourquoi. « Tu travailles toujours autant ?» dit-il en posant les tasses sur la table. « Toujours, » dit Léa. « Toi ?»« Pareil. » Il sourit légèrement. « On devrait peut-être trouver un meilleur équilibre. »« Probablement, » dit Léa, et elle sourit aussi, brièvement, et ce sourire lui coûta moins qu'elle ne l'aurait cru. Ce quelque chose était petit et discret, et elle s'en voulut immédiatement de le ressentir, parce qu'elle avait construit autour d'elle une muraille dont elle connaissait chaque pierre, et l'idée que quelqu'un puisse en trouver une fissure lui faisait physiquement peur, pas par manque de courage mais par mémoire du corps, parce que son corps se souvenait très précisément de ce que ça coûtait d'avoir cru quelqu'un. Madame Vernet tomba malade au printemps de cette même année. Un cancer du poumon diagnostiqué tard, comme ils le sont souvent chez les gens qui n'aiment pas déranger les médecins pour eux-mêmes. Léa l'apprit un matin, en descendant lui porter des courses et en trouvant sur son visage cette expression particulière que les malades ont quand ils viennent de recevoir une nouvelle qu'ils n'ont pas encore fini de comprendre. Elle s'assit en face d'elle à la table de sa cuisine et resta là 2 heures à écouter. Puis elle revint le lendemain et le surlendemain. Et elle continua à revenir chaque jour en dehors de ses gardes, à soigner ce qu'elle pouvait soigner, à être présente pour ce qu'on ne peut pas soigner. Ce fut Madame Vernet, 3 semaines avant la fin, qui lui parla de Julien sans que Léa lui ait jamais mentionné son prénom. Elle avait cette façon qu'ont certaines vieilles femmes de savoir des choses qu'on ne leur a pas dites. « Cet homme qui te regarde différemment des autres, » dit-elle depuis son lit, la voix fatiguée mais l'œil précis. « Tu lui fais peur ou c'est lui qui te fait peur ?» Léa hésita. « Les 2 peut-être. »« C'est bon signe, » dit Madame Vernet. « Arrête de punir ton cœur pour les fautes de Marc. Tu m'as soignée comme une fille. Alors écoute-moi comme une mère. » Madame Vernet mourut un mardi matin de novembre, discrètement, comme elle avait vécu. Elle laissa à Léa une somme d'argent modeste dans une enveloppe, avec un mot de 3 lignes qui disait que cet argent devait servir à quelque chose qui avait de l'avenir. Léa pleura ce jour-là comme elle n'avait pas pleuré depuis longtemps, avec une douleur différente, plus douce et plus profonde à la fois, le deuil de quelqu'un qui vous a aimé sans raison particulière et sans rien demander en échange. Elle utilisa l'argent pour s'inscrire en formation de cadre de santé. Et un vendredi soir de décembre, elle accepta de dîner avec Julien dans un petit restaurant du quartier où ils parlèrent trop peu et trop lentement et laissèrent des silences s'installer entre eux sans chercher à les remplir. Et ces silences n'étaient pas gênants mais habités, comme 2 personnes qui n'ont pas besoin de tout dire tout de suite parce qu'elles sentent qu'elles ont le temps. Léa avait 32 ans quand elle devint cadre de santé et elle prit ses nouvelles fonctions avec la même application silencieuse qu'elle avait mise à tout le reste, sans cérémonie, sans célébration particulière, en se levant un lundi matin et en allant travailler comme si cette promotion était simplement la conséquence logique de 10 ans de nuits blanches et de décisions prises seules à des heures où les gens raisonnables dorment. Elle gérait une équipe de 40 soignants dans un grand hôpital du nord de Paris, et elle le faisait avec une exigence tranquille qui intimidait les uns et rassurait les autres, cette façon qu'elle avait de ne jamais hausser la voix et de n'avoir jamais besoin de le faire. Julien et elle vivaient ensemble depuis 2 ans dans un appartement plus grand que le précédent,
avec une chambre pour Théo qui avait maintenant ses affaires sur 2 continents de la pièce et ses livres empilés par terre parce qu'il n'avait jamais eu le réflexe des étagères. Un soir que Léa rentrait tard et que Julien l'attendait avec du riz réchauffé sur la table, il lui dit en posant son verre qu'il aimerait qu'il se marie. Pas avec un grand geste, pas avec une mise en scène, juste comme ça, entre la table et la fenêtre, avec cette simplicité tranquille qui était la sienne. Léa le regarda un moment sans répondre. « Je t'aime, » dit-elle finalement. « Mais je n'ai pas besoin d'un papier pour savoir que tu es là. »« Ce n'est pas pour moi que je le demande, » dit Julien doucement. « C'est parce que je veux que tu saches que moi, je ne pars pas. » Léa posa sa fourchette et regarda la table un instant, et dans ce silence il y avait tout ce qu'elle ne savait pas encore comment dire, la peur ancienne et la confiance nouvelle et la difficulté de tenir les deux en même temps sans que l'une écrase l'autre. « Laisse-moi du temps, » dit-elle. « Tu en as autant que tu veux, » dit Julien, et il reprit son verre comme si la conversation était terminée et que la réponse pouvait attendre, et cette acceptation était sa force, pas sa faiblesse. Théo avait 15 ans, et il était brillant de cette façon discrète qui ne cherche pas à se faire remarquer. Le genre d'élève dont les professeurs parlent entre eux dans les couloirs, avec un respect mêlé de perplexité. Il était renfermé, pas malheureux, mais habité par quelque chose qu'il portait en lui depuis longtemps et qui n'avait pas encore trouvé sa forme définitive. Ce fut un soir d'octobre qu'une ancienne connaissance apprit à Léa que Marc et Sandrine s'étaient séparés et que Marc traversait une période difficile, des revers professionnels, des investissements mal placés, une vie qui s'était retournée quelque part entre Dubaï et Singapour. Léa écouta cette information en tenant son téléphone contre son oreille, et elle attendit de ressentir quelque chose, de la satisfaction, de la pitié, de la tristesse ancienne revenue à la surface. Mais il n'y avait rien, ou plutôt, il y avait quelque chose qui ressemblait à du vide, un espace là où autrefois il y avait eu de la douleur, et elle comprit que cicatriser complètement était possible après tout. Théo trouva le profil de Marc sur LinkedIn un vendredi soir de novembre, seul dans sa chambre, sans que personne lui ait rien dit ni rien montré. Il n'en parla pas immédiatement. Il continua sa semaine, rendit ses devoirs, dîna avec Léa et Julien en parlant d'autre chose, et Léa ne remarqua rien, parce que Théo avait toujours été doué pour porter les choses en silence, comme elle. Ce fut 3 semaines plus tard, un dimanche matin où Julien était sorti courir, et où ils étaient seuls à table devant leur café, qu'il lui dit qu'il l'avait trouvé. « Il a l'air bien, » dit Théo, et sa voix était étrange, ni en colère ni triste, quelque part entre les deux et au-delà des deux. Il sourit sur les photos. Il est en costume. Il a l'air de quelqu'un qui va bien. Il s'arrêta et regarda sa tasse. « Pourquoi il n'est pas revenu nous chercher ?» Léa ne répondit pas tout de suite. Elle laissa la question exister dans l'espace entre eux sans chercher à la combler trop vite, parce que certaines questions méritent qu'on leur fasse de la place avant de leur donner une réponse. « Parce que certaines personnes choisissent la facilité, » dit-elle finalement, « et d'autres choisissent la vie réelle, avec ce qu'elle a de difficile et de vrai et d'imparfait. » Théo garda les yeux sur sa tasse. « Et nous, on était la vie réelle. »« Oui, » dit Léa, « et tu l'es encore, tu l'as toujours été. » Il ne dit rien pendant un long moment, et Léa ne dit rien non plus, et le silence entre eux n'était pas vide mais chargé de tout ce qu'ils n'avaient pas besoin de formuler parce qu'ils le savaient tous les deux depuis longtemps. Cette vérité simple et lourde que certaines absences définissent une vie autant que les présences, et que choisir de ne pas en mourir est déjà une forme de victoire. Théo entra à la faculté de médecine à 18 ans, sans que Léa lui ait jamais suggéré cette direction, ni même laissé entendre qu'elle l'espérait. Il avait choisi seul, porté par quelque chose qui s'était construit en lui sur des années, sans qu'il puisse en désigner le moment exact, toutes ces nuits où il l'avait regardée rentrer du travail, avec cette fatigue particulière des gens qui soignent, cette façon qu'elle avait de parler de ses patients, avec une précision et une humanité qui ne se contredisaient jamais. Il lui annonça sa décision un soir de mars, avec la même tranquillité qu'il mettait à toutes les choses importantes. « Je veux faire médecine », dit-il sans préambule, en posant son sac sur la chaise comme s'il rentrait d'une journée ordinaire. Léa leva les yeux vers lui. Elle ne dit pas « Je suis fière de toi » parce que ces mots lui semblèrent insuffisants, trop petits pour ce qu'elle ressentait vraiment. « Tu vas être très bien », dit-elle simplement, et c'était vrai et ils le savaient tous les deux. Léa fut nommée directrice des soins cette même année, une promotion qu'elle refusa 2 fois avant d'accepter.
non par fausse modestie, mais parce qu'elle avait une peur réelle de s'éloigner du terrain, des patients, de ce contact direct avec la maladie et la guérison qui avait été pendant 20 ans la raison pour laquelle elle se levait le matin. Ce fut Julien qui trouva les mots justes un soir où elle hésitait encore. « Diriger des soignants, c'est encore soigner », dit-il. Seulement à une échelle différente. Léa le regarda un moment. « Tu dis ça pour que j'accepte. »« Je dis ça parce que c'est vrai, » dit-il. « Et parce que tu le sais déjà. » Elle accepta le lendemain matin, sans cérémonie, en envoyant un email de 3 lignes à la direction, et elle n'en reparla pas ce soir-là parce qu'il n'y avait rien de plus à dire. Julien traversa cette période avec sa patience habituelle, et puis, un soir d'été, il lui posa la question qu'il n'avait jamais posée directement, si elle voulait formaliser ce qu'ils étaient l'un pour l'autre. Léa ne répondit pas ce soir-là, et son silence dura assez longtemps pour que Julien comprenne que ce silence était déjà une réponse, et ils se séparèrent en septembre sans se disputer, sans se dire de choses irréparables, avec cette tristesse propre et douloureuse des gens qui s'aiment, mais ne savent pas comment habiter le même espace, sans que l'un des deux finisse par disparaître dedans. Léa passa 6 mois seule, et comprit pendant ces 6 mois qu'elle était capable de vivre seule, et que c'était précisément pour cette raison qu'elle n'en avait plus besoin. Elle rappela Julien un soir de février, et il vint, et quand elle dit oui, finalement ce n'était pas la capitulation d'une femme fatiguée de résister, mais la décision d'une femme qui avait enfin cessé de confondre la prudence avec la peur. Théo avait 20 ans quand il disparut un week-end entier sans prévenir. Léa rentra le vendredi soir et trouva sa chambre vide, son téléphone éteint, aucun message. Elle passa le samedi dans un état de tension silencieuse qui ressemblait à de la peur, mais qui était quelque chose de plus complexe. L'intuition que ce qui se passait n'était pas un accident, mais une décision, que Théo n'était pas en danger mais en fuite, et que la différence entre les deux était importante, même si elle ne la rendait pas moins difficile à vivre. Il fut retrouvé le dimanche soir dans un hostel à 200 km de Paris. Il allait bien physiquement. Il était assis dans le hall avec son sac à dos et un livre qu'il n'avait pas lu, et il attendait, sans savoir exactement quoi. Léa fit le trajet seule. Quand elle arriva, et le vit assis avec cet air d'épuisement profond qui n'était pas celui du manque de sommeil, elle s'assit en face de lui et ne dit rien pendant un moment, parce qu'elle sentait qu'il fallait d'abord lui laisser de l'espace avant de lui demander quoi que ce soit. « Je ne suis pas parti contre toi, » dit-il finalement, et sa voix était celle d'un homme et non plus celle de l'enfant qu'elle cherchait encore parfois dans ses traits. « Je suis parti parce que je ne savais plus comment respirer là-bas sans avoir l'impression que chaque souffle devait justifier tout ce que tu avais sacrifié. Je n'arrivais plus à me tromper sans avoir l'impression de te trahir. » Léa l'écouta sans l'interrompre, et puis elle dit, parce qu'elle ne savait pas quoi dire d'autre et que c'était vrai, « J'ai tout fait pour toi. » Théo leva les yeux vers elle, et dans son regard il y avait quelque chose de douloureux et de précis à la fois. « Je sais, maman, » dit-il doucement. « C'est ça, le problème. » Le silence qui suivit fut long et difficile et nécessaire, et dans ce silence quelque chose se déplaça entre eux, une façon de se tenir l'un par rapport à l'autre qui n'était plus tout à fait la même qu'avant, plus égale, plus honnête, comme si cette phrase avait ouvert une fenêtre dans une pièce qui en manquait depuis trop longtemps. Léa posa sa main sur celle de son fils, et ils restèrent ainsi un long moment dans ce hall de hostel anonyme et mal éclairé, et cet endroit improbable devint malgré lui le lieu où quelque chose d'important entre eux fut enfin dit et enfin entendu. L'email arriva un jeudi matin, dans la boîte professionnelle de Léa par erreur, avant d'être redirigé vers sa messagerie personnelle, comme si même les algorithmes hésitaient sur la catégorie dans laquelle classer ce genre de message. L'objet était vide. Le corps du texte faisait 3 lignes, sobre et court avec cette retenue particulière des gens qui ont répété ce qu'ils allaient écrire suffisamment longtemps pour en retirer toute trace d'émotion visible. Il s'appelait Marc. Il espérait que Léa allait bien, et il aimerait avoir des nouvelles de son fils. Léa lut le message une fois, posa son téléphone face contre la table et continua sa journée. Elle le relut le soir, puis le lendemain matin, et elle attendit 3 jours avant de faire quoi que ce soit, non pas parce qu'elle hésitait sur ce qu'elle allait faire, mais parce qu'elle voulait être certaine que sa décision venait d'un endroit calme et non d'un endroit réactif. Elle appela son avocat, exposa la situation en quelques phrases, écouta ce qu'il avait à dire, et répondit à Marc avec une neutralité juridiquement prudente qui disait qu'elle transmettrait son message à Théo et que la suite appartenait à son fils et à lui seul.
Marc n'était pas revenu uniquement par culpabilité tardive, ni uniquement par calcul, mais par quelque chose de plus confus et de plus humain que l'un ou l'autre, cette anxiété sourde qui s'installe chez certains hommes quand ils vieillissent et commencent à compter ce qu'ils ont laissé derrière eux. Il avait appris que Théo était devenu médecin, et quelque chose en lui avait réagi à cette information avec une vanité instinctive qu'il n'aurait pas su nommer clairement, l'envie de revendiquer une part de cet homme qu'il n'avait pas contribué à former. En même temps, sa maladie était réelle, une insuffisance rénale dont l'évolution l'inquiétait, et quand son médecin avait mentionné qu'un test familial serait utile, Marc avait vu dans cette possibilité quelque chose qui ressemblait à une porte entr'ouverte. Ces deux motifs coexistaient en lui sans qu'il cherche à les démêler, et cette ambiguïté était peut-être la chose la plus honnête qu'il portait. Théo lut le message que Léa lui transmit et ne répondit pas immédiatement. Il attendit une semaine, et un soir où Léa n'était pas là, il en parla avec Julien, qu'il écouta sans donner d'opinion, parce qu'il savait que Théo n'avait pas besoin d'une opinion, mais d'un espace pour penser à voix haute. « Je veux le voir », dit finalement Théo. « Pas parce que je lui pardonne quoi que ce soit, juste parce que j'ai besoin de voir à quoi il ressemble vraiment. »« Tu en as le droit, » dit Julien simplement. « Et maman ? Ta mère comprendra. Elle comprend toujours. » Quand Théo lui annonça sa décision, Léa dit oui sans hésiter, parce que refuser n'aurait pas été le protéger, mais s'approprier quelque chose qui ne lui appartenait pas. Mais cette nuit-là, elle dormit mal, réveillée plusieurs fois par cette peur particulière des mères qui savent que leurs enfants vont se heurter à quelque chose de dur et qui ne peuvent pas s'interposer. La rencontre eut lieu un samedi après-midi dans un café du centre. Léa n'y était pas. Elle attendit chez elle avec un livre ouvert sur ses genoux dont elle ne lut aucune page. Et quand Théo rentra en fin d'après-midi, elle vit à sa façon d'entrer, lente et réfléchie, qu'il portait quelque chose qu'il était encore en train de trier. Il s'assit en face d'elle à la table de la cuisine et resta silencieux un moment avant de parler. « Il a vieilli, » dit-il. « Il était nerveux. Il ne savait pas trop où poser les mains. » Il s'arrêta. « Il m'a demandé ce que je faisais dans la vie. »« Et qu'est-ce que tu lui as répondu ?» dit Léa. « Que je finissais ma spécialisation. » Théo regarda la table. Il m'a dit qu'il était fier. Léa ne répondit pas. Elle posa sa main sur celle de son fils, et ils restèrent ainsi un moment sans rien dire. Et dans ce silence, il y avait tout ce qu'ils n'avaient pas besoin de formuler. La reconnaissance commune que certaines phrases arrivent trop tard pour être autre chose que du bruit, et que la fierté d'un homme qui n'a rien fait pour la mériter est une chose étrange et un peu triste à recevoir. Quelques jours plus tard, Marc demanda à rencontrer Léa. Elle accepta, une seule fois dans un café public, parce qu'elle voulait fermer cette porte proprement et sans la laisser battre dans le vent de ce qui restait à venir. Ils se retrouvèrent un mardi à 11h dans un café du quartier que Léa avait choisi elle-même. Une salle calme, avec des tables espacées et une lumière naturelle qui entrait par de grandes fenêtres, un endroit où elle avait ses habitudes et où elle se sentait sur son terrain, parce qu'elle avait appris depuis longtemps que les conversations difficiles se supportent mieux quand on choisit soi-même l'endroit où on les a. Marc était déjà là quand elle arriva. Il s'était levé en la voyant entrer, un geste de politesse réflexe qui parut aussitôt lui coûter quelque chose, comme s'il avait répété mentalement cette entrée et que son corps avait décidé à la dernière seconde de ne pas suivre le script. Il avait vieilli davantage que les années ne l'auraient justifié, les épaules un peu rentrées, le regard qui cherche un point fixe et ne le trouve pas tout de suite. Il portait une veste correcte, mais pas le genre de veste qu'il aurait porté à Dubaï. Et Léa remarqua tout cela en traversant la salle vers lui, avec le calme de quelqu'un qui a décidé à l'avance de ne rien laisser la surprendre. « Merci d'être venu, » dit-il quand elle s'assit. « Je t'en prie, » dit Léa, et sa voix était neutre et polie, la voix qu'elle utilisait dans les réunions difficiles à l'hôpital quand elle voulait que les choses avancent sans que les émotions prennent plus de place que nécessaire. Il y eut un silence pendant lequel Marc regarda la table, et Léa regarda Marc. Et dans cet écart entre leurs deux façons d'occuper le silence, il y avait déjà tout ce qu'ils n'auraient pas besoin de se dire. « Je ne sais pas par où commencer, » dit-il finalement. « Commence par ce que tu es venu dire, » dit Léa. « On a tous les deux autre chose à faire. » Marc prit une inspiration et parla. Il dit qu'il regrettait, qu'il avait été lâche, qu'il avait eu peur des responsabilités à un âge où il n'avait pas encore compris ce que les responsabilités voulaient dire, et que si c'était à refaire, il ne referait pas la même chose.
Il dit tout cela avec une sincérité qui semblait réelle et qui l'était peut-être. Et Léa l'écouta sans l'interrompre, sans croiser les bras, sans laisser son visage commenter ce qu'elle entendait, parce qu'elle lui devait au moins ça. L'attention d'une personne qui écoute vraiment. « J'aurais dû rester, » dit-il. « J'aurais dû être là pour toi et pour lui. »« Oui, » dit Léa simplement. Ce mot seul, sans colère et sans indulgence, parut le déstabiliser davantage que n'importe quelle accusation aurait pu le faire. Il chercha quelque chose à ajouter et ne trouva rien, et le silence qui suivit fut celui d'un homme qui s'était préparé à une tempête et qui se retrouvait face à quelque chose de bien plus difficile à traverser. Le calme de quelqu'un qui n'a plus rien à lui reprocher parce qu'il n'occupe plus assez de place en elle pour mériter de la colère. « Je ne suis pas venue pour te pardonner ou pour t'en vouloir, » dit Léa après un moment. « Je suis venue parce que mon fils m'a demandé d'être en paix avec tout ça, et je le suis. » Marc hocha la tête lentement, puis il posa ses 2 mains à plat sur la table et regarda ses doigts un moment avant de parler. Et dans ce geste, il y avait quelque chose de préparé, une transition vers autre chose qu'il avait décidé de dire et qu'il cherchait encore comment amener. « Je suis malade, » dit-il. « Les reins, c'est sérieux et ça s'aggrave. » Il marqua une pause. « Le médecin parle d'un test familial. » Léa le regarda sans changer d'expression. Elle comprit immédiatement, avec cette rapidité clinique que 20 ans de médecine lui avaient donnée, ce que cette phrase voulait dire et ce qu'elle ne disait pas, la distance entre les mots prononcés et la demande réelle qui se tenait derrière eux comme une silhouette derrière un rideau. Elle comprit qu'il n'était pas revenu uniquement pour Théo, ni uniquement par remords, ni uniquement par peur de mourir seul, mais par tout cela à la fois mêlé à quelque chose de plus pratique et de moins avouable. Elle prit son sac, posa quelques pièces sur la table pour le café, et se leva. Elle le regarda une dernière fois, cet homme qu'elle avait aimé à 20 ans et qui lui semblait maintenant appartenir à une vie si ancienne qu'elle en avait presque oublié la texture. « Je te souhaite de trouver ce dont tu as besoin, » dit-elle. « Bonne chance, Marc. » Et elle partit sans se retourner, traversa la salle, poussa la porte vitrée et sortit dans la rue où le soleil de novembre était froid et net et réel. Et elle marcha pendant 20 minutes sans destination précise, parce qu'elle avait besoin de sentir ses pieds sur le sol et l'air sur son visage, et de vérifier que tout allait bien, et tout allait bien. La demande arriva par message, 3 semaines après le café, formulée avec cette prudence calculée que Marc avait appris à utiliser depuis son retour, comme quelqu'un qui sait qu'il marche sur un terrain fragile et qui pose chaque mot comme on pose un pied sur la glace en testant l'épaisseur avant de se confier à elle. Il expliquait que son médecin recommandait un test de compatibilité familiale, que ce n'était pas une obligation, que Théo était libre de refuser, mais qu'il voulait au moins lui poser la question directement et honnêtement. Théo lut le message, le montra à Léa sans commentaire et dit qu'il allait accepter. « Tu es sûre ?» dit Léa. « Je suis médecin, » dit-il. « C'est une vie. Ce n'est pas plus compliqué que ça. » Léa hocha la tête et ne dit rien de plus, parce que ce qu'elle ressentait vraiment n'avait pas sa place dans une décision qui appartenait à son fils et à personne d'autre. Il fit le test un jeudi matin dans le service de néphrologie, où Marc était suivi, avec la neutralité professionnelle de quelqu'un qui sait exactement ce que le protocole implique et qui s'y soumet comme à n'importe quel autre acte médical, parce que c'est ce qu'il était pour lui. Une question biologique à laquelle la science allait répondre et dont la réponse, quelle qu'elle soit, ne changerait pas ce qu'il savait déjà de lui-même. Les résultats arrivèrent 2 semaines plus tard. Le médecin de Marc appela Léa un vendredi après-midi sur son téléphone personnel avec une voix mesurée et prudente. « Madame, » dit-il, « les résultats montrent une incompatibilité génétique totale entre M. Fournier et votre fils. » Il marqua une pause courte. Cette incompatibilité exclut toute possibilité de lien biologique paternel. Léa resta silencieuse un moment avec le téléphone contre son oreille, le regard posé sur la fenêtre de son bureau sans voir ce qu'il y avait derrière. « Je comprends, » dit-elle. « Merci. » Elle raccrocha et resta assise sans bouger pendant plusieurs minutes dans ce bureau qu'elle connaissait par cœur et qui lui semblait soudain légèrement différent, comme une pièce dont on aurait déplacé un meuble sans qu'on puisse identifier lequel. Elle rentra chez elle ce soir-là, et Julien vit à sa façon d'entrer qu'il se passait quelque chose, et il ne posa pas de questions, parce qu'il avait appris depuis longtemps que Léa parlait quand elle était prête et pas avant. Elle s'assit à la table de la cuisine et resta là un long moment à regarder ses mains, et puis elle se souvint,
pas d'un seul coup, mais par fragments qui remontaient dans un ordre qui n'était pas chronologique, comme les souvenirs remontent toujours quand on ne les cherche pas. Il y avait eu quelqu'un d'autre, des années avant la naissance de Théo, dans cette période trouble où sa relation avec Marc s'était effilochée sans qu'elle comprenne encore pourquoi. Un homme croisé lors d'une formation professionnelle, une relation brève et sincère qui avait duré quelques semaines, et s'était terminée doucement quand Marc et elle avaient semblé se retrouver, quand elle avait cru que ce qu'ils avaient reconstruit ensemble valait la peine d'être sauvé. Elle n'avait jamais su. Elle n'avait jamais eu de raison de douter, et l'absence de raison de douter n'était pas un mensonge. C'était simplement la vie qui avait ses propres façons de garder ses secrets jusqu'au moment où elle décidait de les révéler. Elle n'avait pas menti, elle n'avait simplement pas su. Le lendemain matin, avant que Marc soit informé par son médecin, elle appela Théo et lui demanda de venir. Il arriva en fin de matinée avec son manteau encore boutonné et cette façon qu'il avait d'entrer chez elle comme chez lui, et elle lui dit de s'asseoir, parce qu'elle avait quelque chose d'important à lui dire, et qu'elle voulait le dire bien, sans détour et sans excuses inutiles, mais avec toute la précision que la vérité méritait. Elle lui dit tout. La relation brève pendant la période difficile avec Marc, les semaines qui avaient suivi, la réconciliation qui avait tout recouvert, et puis Théo qui était né et qui lui avait ressemblé à elle d'une façon si complète qu'elle n'avait jamais eu de raison de chercher ailleurs. Elle parla sans baisser les yeux, parce que Théo méritait qu'on le regarde en face quand on lui disait des choses importantes, et elle dit à la fin « Tu as le droit d'être en colère contre moi. » Théo ne dit rien pendant longtemps. Il regardait la table, ou peut-être quelque chose au-delà de la table, et Léa laissa ce silence exister sans essayer de le remplir, parce qu'il avait besoin de temps et qu'elle pouvait lui en donner autant qu'il en voulait. Quand il releva les yeux vers elle, il n'y avait pas de colère dans son regard, pas de trahison non plus, mais quelque chose de plus complexe et de plus doux à la fois, la clarté de quelqu'un qui vient de recevoir une information qui réorganise certaines choses sans en changer l'essentiel. « Tu as tout fait seul, » dit-il. « Pendant 25 ans, pour moi. » Sa voix était calme et ferme. « Alors, peu m'importe qui m'a biologiquement conçue. Tu es mon origine, maman. » Léa ne pleura pas. Elle posa sa main sur celle de son fils, et ils restèrent ainsi dans le silence de cet appartement où ils avaient construit ensemble, sans le choisir et sans le savoir, quelque chose qui n'avait pas besoin d'un nom pour être réel. Marc envoya un message à Léa 4 jours après que son médecin l'eut informé des résultats. Un message long et décousu qui mêlait l'accusation à la supplication avec cette incohérence des gens qui souffrent et qui ne savent plus dans quelle direction diriger leur douleur. Il parlait de trahison, d'humiliation, de 25 ans de mensonges, et les mots se bousculaient les uns les autres comme s'il les avait écrits d'une seule traite sans relire, dans cet état particulier où la rage et la peur se confondent au point de devenir indiscernables. Léa lut le message une fois, jusqu'au bout, sans sauter une ligne. Puis elle posa son téléphone et alla faire du thé, et elle resta debout dans sa cuisine pendant que l'eau chauffait en regardant la lumière du matin sur les toits. Et quand le thé fut prêt, elle s'assit et écrivit sa réponse, une seule, courte et définitive, avec la même voix calme et précise qu'elle avait utilisée toute sa vie pour dire les choses qui comptaient vraiment. Tu es parti 3 jours après la naissance de ton fils, de celui que tu croyais être ton fils, en le traitant de fardeau. Ce que tu ressens aujourd'hui n'est pas ma responsabilité. Elle envoya le message, posa son téléphone face contre la table et ne reçut plus jamais de nouvelles de Marc. Ce fut Théo qui lui raconta, des semaines plus tard, ce qui s'était passé ce matin-là à l'hôpital. Ils dînaient ensemble chez elle, un soir ordinaire de semaine, et il lui dit, entre 2 bouchées, avec ce calme qui était le sien pour les choses importantes, que Marc s'était présenté au service de chirurgie cardiaque ce matin-là, avec l'intention de le trouver. « Il est venu au bloc ?» dit Léa. « Il attendait dans le couloir du 2e étage, » dit Théo. « Il n'est jamais entré. » Elle ne demanda pas comment il le savait. Elle attendit la suite. « Il a vu mon nom sur le tableau des blocs, » dit Théo simplement, « et ma photo sur le panneau de l'équipe. » Il prit une gorgée d'eau. « L'infirmière d'accueil m'a dit qu'il était resté un long moment sans bouger devant le panneau, et qu'ensuite il était parti sans laisser de message. » Léa ne dit rien. Elle imaginait la scène sans avoir besoin qu'on la lui décrive davantage. Ce couloir blanc, ce panneau lumineux avec les noms des chirurgiens, et Marc debout devant la photo de cet homme de 25 ans qu'il était venu chercher comme un fils et qu'il avait trouvé comme une évidence, construite sans lui, accomplie sans lui, entière sans lui.
Il était venu réclamer quelque chose et avait découvert qu'il n'y avait rien à réclamer, que la vie qu'il avait choisi de ne pas habiter avait continué sans attendre, et que certaines absences, une fois choisies, deviennent permanentes d'une façon que rien ne peut défaire. Il ne recontactera plus, dit Théo. Non, dit Léa. Je ne crois pas. Ils finirent de dîner en parlant d'autre chose, et c'était bien ainsi, parce que Marc n'occupait plus assez de place dans leur vie pour mériter davantage qu'une conversation entre deux bouchers un soir de semaine ordinaire. L'hiver passa, et le printemps revint avec cette lumière particulière qui change la couleur des toits de Paris et qui donnait à leur appartement, le matin, une clarté dorée que Léa aimait depuis qu'il s'y était installé. Un mardi ordinaire, elle se leva avant Julien, fit du café, et resta debout face à la fenêtre avec sa tasse entre les mains à regarder les toits et le ciel qui s'éclaircissait lentement au-dessus des cheminées. Elle pensa à la femme qu'elle avait été à 22 ans dans ce lit d'hôpital, avec une cicatrice fraîche et un enfant contre sa poitrine et une enveloppe sur la table de nuit, cette femme qui ne savait pas encore comment elle allait s'en sortir, mais qui savait qu'elle allait le faire. Elle pensa à Madame Vernet et à sa soupe, et à ses deux frappes au plafond dans le noir. Elle pensa à Julien qui dormait encore dans la chambre d'à côté, avec cette façon qu'il avait de dormir profondément, sans agitation, comme quelqu'un qui n'a rien à fuir. Elle pensa à Théo dans son bloc opératoire, ses mains précises au-dessus d'un cœur ouvert, cet homme qu'elle avait regardé devenir sans jamais avoir prévu ce qu'il allait être. Elle ne leur dit rien de tout cela, ni à Julien ni à Théo, parce que certaines pensées n'ont pas besoin de destinataire pour être complètes. Elle les garda pour elle, debout dans cette lumière de printemps, avec son café qui refroidissait entre ses paumes, et elle sentit quelque chose qui n'avait pas de nom précis, mais qui ressemblait à de la paix. Pas la paix des gens qui ont oublié, mais celle des gens qui ont traversé, et qui sont encore là, et qui savent exactement pourquoi. Dehors, Paris s'éveillait. Et Léa but son café en silence, et elle était bien. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que l'histoire de Léa vous a accompagné jusqu'au bout, et ça compte. Une question simple avant de vous quitter. Est-ce qu'il y a un moment, une scène, une phrase qui vous est restée? Dites-le en commentaire. Ces histoires existent parce que vous les écoutez, et elles continuent parce que vous les partagez. Merci de votre fidélité. À très bientôt.